L'actualité économique et les projets de demain de l'Eurométropole de Metz avec GEM, le journal économique Eurométropole de Metz. Bonjour, bienvenue sur Moselle TV à l'occasion du Rendez-vous Éco. C'est le dernier numéro avant la pause estivale. Comme vous le voyez, nous nous sommes délocalisés à l'occasion de la première édition du Printemps du Commerce, un événement organisé par la ville de Metz, Inspire Metz et l'Eurométropole de Metz, afin de réfléchir aux différents moyens disponibles pour renforcer l'attractivité du commerce métropolitain. Dans quelques instants, je serai en compagnie d'ailleurs du grand témoin de cet événement, Jean-François Piège, chef étoilé à la tête de nombreux restaurants. Il parlera bien sûr de son expérience, mais d'abord, le Rendez-vous Éco reçoit François Grosdidier, maire de Metz et président de l'Eurométropole, ainsi que Cédric Goutte, président de l'agence d'attractivité Inspire Metz, vice-président de l'Eurométropole en charge de l'attractivité et du développement économique. Ils reviennent ensemble sur le schéma de développement commercial et d'attractivité du territoire avec Lucie Philippot. Le commerce se porte relativement bien par rapport aux crises qu'il affronte. Des crises structurelles depuis maintenant des décennies qui sont ancrées. Ça a été le développement du commerce périphérique, et excessif d'ailleurs autour de Metz, et qui a été renforcé lors de la dernière décennie. L'e-commerce, qui est un concurrent, et d'ailleurs nous avons apporté des réponses pour le commerce local avec notre marketplace, mais c'est un concurrent. Vous rajoutez problème plus conjoncturel, et ça a été la Covid, c'est aujourd'hui la crise énergétique qui les affecte aussi. Effectivement, donc il y a de vraies difficultés. Pour autant, le commerce ne s'effondre pas, au contraire, il revit. À partir du moment où on sait considérer le changement. Metz ne sera jamais le centre commercial unique qu'il était il y a plus de 50 ans, du Texas français, qui était nos bassins houillers et sidérurgiques. Ça marchait comme ça, c'était facile. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Quand on se balade à Metz, et ce sera encore mieux quand on aura fait la rue Certes, mais enfin, Metz, quand on balade sur l'eau Sainte-Croix, et maintenant, il n'y a plus de fractures de passage automobile pour se balader au Sainte-Croix. Le musée d'Accourtor est gratuit. On va pouvoir se réapproprier le cloître des Récollets et même aller sur ce belvédère qui domine toute la ville de Metz, de mettre en valeur les trésors de la cathédrale. On peut se promener sur l'eau à Metz aujourd'hui pour le prix d'un ticket de bus. On pourra déambuler à pied tranquillement de la Porte des Allemands à la cathédrale, aux îles, à la place de la République et au plan d'eau. Peu de villes offrent ça, et je suis persuadé et surtout aucun centre commercial n'offre ça. Et il y a 50 ans, les gens venaient à Metz dans un centre commercial, et d'ailleurs on négligeait dans les années 60 totalement. La ville était noire, on ne cherchait pas à ce qu'elle soit belle, elle devait être fonctionnelle. Aujourd'hui, les gens viennent d'abord à Metz pour le plaisir de ce qu'il y a, de ce qu'ils voient, et pour le plaisir de ce qui s'y passe. Et ils viennent d'abord pour le plaisir de déambuler, de boire un coup, de se cultiver, de profiter de moments de convivialité. Et parce qu'ils sont là, ils consomment et ils achètent. On inverse la logique. C'est l'atout fort de Metz aujourd'hui. Nous avons cette chance à Metz. Il faut jouer cela à fond. Il ne suffit pas d'avoir un patrimoine extraordinaire à la fois architectural et naturel. Il faut que l'on flash sur Metz, pour reprendre notre slogan qu'on voit aujourd'hui dans les couloirs du métro. Et donc il faut à un moment que la lumière soit très forte sur cette ville lumière. La volonté, c'est de pouvoir tout simplement démontrer aussi à l'extérieur et de montrer aussi en interne qu'on a cette capacité. Quand vous voyez aujourd'hui qu'on a 170 commerçants qui sont là, ou des représentants des commerces qui sont là ce matin pour pouvoir parler de commerce, ça prouve tout simplement qu'il y avait un intérêt de pouvoir le réaliser et de pouvoir avoir en face un chef étoilé qui manque pour l'instant, mais qu'on va trouver notamment aussi sur la ville de Metz, de pouvoir montrer tout simplement l'intérêt du territoire. Alors optimiste, oui, parce que l'avantage qu'on a, on a déjà les chiffres 2024 des pré-réservations qu'on peut avoir sur le tourisme d'affaires. Donc sur ce point-là, on est plutôt, on va dire, rassuré sur les actions qu'on mène, en disant tout simplement qu'on est sur le bon chemin. Et on a également le retour des nuitées, également des réservations. Et l'UMI 57 et son président Christophe Thirier nous laissent penser que le mois de juillet et le mois d'août sera de nouveau des très bons mois. Je suis lucide, c'est-à-dire que je ne néglige
néglige en rien toutes les difficultés qui sont devant nous, mais ça ne fait que redoubler ma volonté. Et pour moi, les problèmes et les difficultés, c'est fait pour être surmonté. Voilà, nous sommes toujours au printemps du commerce de l'Eurométropole en compagnie de l'invité de Marc, Jean-François Piège, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'un certain nombre de restaurants. Je ne sais pas si je dois dire 8 ou plus, puisque j'ai lu que vous en aviez repris peut-être dans le sud de la France. Peut-être. 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 8 toujours. Pour l'instant, toujours 8. Toujours 8, donc à la tête de 8 restaurants. Vous avez donné quelques conseils aux participants. Avant de passer aux conseils, j'aimerais que vous nous donniez, selon vous, selon votre expérience, les grandes évolutions du monde du commerce de manière générale et puis surtout de l'hôtellerie-restauration en particulier sur les dernières années. C'est difficile de résumer en quelques mots, mais pour moi, quelque chose d'essentiel aujourd'hui, ce que je disais simplement, c'est qu'avant, on avait une enseigne, elle brillait, on pouvait attirer du commerce. Aujourd'hui, il faut raconter une histoire, il faut créer un événement, il faut créer quelque chose. On voit bien que dans certains commerces qui ne sont pas forcément des commerces de bouche, aujourd'hui, on propose une offre différente, en plus de ce qu'on peut venir chercher dans un commerce. Comme exemple, aux États-Unis, beaucoup de magasins proposent un petit coin café avec un très bon café. Il faut créer une expérience. En fait, les gens ne vont pas simplement acheter parce qu'ils peuvent le faire aujourd'hui sur le digital, mais en revanche, passer un moment, vivre une expérience. Ça, on ne pourra le faire que physiquement. Alors que ce soit avec quelque chose qui soit de la nourriture ou quelque chose qui soit autre chose, ça peut être une distraction ou autre. En fait, c'est créer une expérience. Le commerce, je pense, a de l'avenir. La restauration a de l'avenir. Quand ce qu'elle va proposer sera plus que ce qu'on vient chercher, c'est-à-dire créer une expérience. Si je vous entends bien, ça veut dire qu'on peut avoir un bon produit, mais ça ne suffit pas ou ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Il faut avoir une bonne idée autour et quelque chose pour le Et mettre le faire en valeur. savoir et créer l'expérience en se disant, parce que en fait l'analyse est simple. On appuie sur un bouton pour commander où on vient chercher. Dans les deux cas, c'est un choix que chacun pourra faire. Mais en revanche, vivre une expérience, ce sera juste physiquement qu'on pourra la vivre. Donc à ce moment-là, la destination et le pari est rempli. Les métiers de la restauration, et pas seulement les métiers de la restauration, mais puisque vous êtes là, puisque vous êtes chef, ce sont les métiers de la restauration dont on va parler, manque de compétences. Comment faire pour ramener, j'allais dire, ces compétences dans les salles, dans les cuisines des Alors, restaurants? compétences, je ne sais pas, je pense que les compétences sont là, peut-être manque de... C'était pour ne pas dire bras. puisque Oui, bras, oui, c'est un mais peu péjoratif. j'allais le dire, de main-d'œuvre. Et voilà. Parce que quotidiennement, je travaille avec mes mains, donc je m'associe à ça, je ne me dissocie pas de ça. La réalité, elle est où? C'est que le monde a évolué, que peut-être il y a un décalage entre ce qui se fait et peut-être l'offre d'aujourd'hui. Donc il y a un rééquilibrage, pour être assez synthétique, qui doit se produire. Il est en train de se produire. S'il n'a pas lieu, on aura des difficultés. Si tout se passe bien, eh bien c'est des choses qui rentreront dans l'ordre. Et puis après, il faut quand même se dire que rendre service, c'est un très beau métier. Le mot servitude n'a pas sa place. C'est quand on ne prend pas de plaisir que la servitude, elle, prend de la place. Je crois qu'en fait, faire plaisir, en tous les cas, quand on est dans la restauration, faire plaisir aux autres, c'est un métier qui a beaucoup d'avenir et qui a beaucoup de plaisir à... On en donne, mais on en prend beaucoup. Et donc ça, c'est, je pense, assez valorisant pour ceux qui veulent embrasser ce métier. Parce qu'en fait, on parle d'horaire, on parle de fréquence, mais quand on prend du plaisir, on ne voit pas passer le temps. Quand on n'en prend pas, ça devient difficile. C'est ça qu'il faut arriver à transformer aussi. Mais par exemple, vous, concrètement, est-ce que vous êtes d'accord avec ces chefs, même des grands chefs, qui sont contraints de réduire le nombre de services pour offrir à leurs collaborateurs des jours de repos complets, des week-ends même parfois, de fermer carrément le week-end pour pouvoir offrir un service le restant de la semaine? C'est mon cas parce que moi, au restaurant gastronomique, on a réduit à 7 services par semaine au lieu de 10. Alors Paris, c'est un peu différent, mais on est fermé le week-end évidemment. C'est une évolution. Cette évolution permettra peut-être une redéfinition aussi. Je pense que dans toute évolution, il y a des ajustements qui ont lieu. C'est les mois, les années qui arrivent qui vont permettre à ces ajustements de se stabiliser et peut-être de revenir à une normalité. Pour l'instant, c'est une période transitoire. Dans cette période transitoire, c'est probablement la bonne solution. L'une des bonnes solutions. Vous en avez parlé lors de la table ronde ou des interventions sur lesquelles vous étiez tout à l'heure. Le retour du circuit court, de l'authenticité, ça ce sont les grandes tendances, que ce soit d'ailleurs pour la restauration ou pour le commerce? Ah, je crois. Et puis surtout l'identité. L'identité, revendiquer ce que l'on est, en être fier. Il ne suffit pas de l'être, il suffit de le faire savoir aujourd'hui. C'est pour ça que le numérique et le digital a une place forte dans cette discussion. Se dire qu'en fait, n'allons pas chercher ailleurs ce qui est très bien chez nous. Vous êtes dans une région fantastique. Il faut que cette région soit embrassée par un auteur qui est
cette capacité à développer quelque chose d'incroyable. Alors ça ne veut rien dire ce que j'ai dit un auteur, c'est-à-dire je parle de cuisine, qu'un cuisinier vienne en Moselle, à Metz ou dans les environs pour créer une cuisine qui s'appuie sur son territoire, cette culture au propre comme au figuré, comme je le disais tout à l'heure, qui permettent à ce que le restaurant résonne et soit l'un des fers de lance de la cuisine française. Et quid des problématiques environnementales qui sont de plus en plus fortes et que les clients, qu'ils soient consommateurs de bonne table ou clients de manière générale, eh bien, mettent aussi en avant? Oui, mais alors moi je veux bien qu'on les mette en avant, mais à ce moment-là, il va falloir relocaliser la consommation. Et si on fait une cuisine locale, du moins avec une identité locale, donc elle est obligatoirement avec des produits locaux, donc j'allais dire la quadrature du cercle est là. Pourquoi aujourd'hui développer des restaurants à identité étrangère quand en France on a une identité folle et on va chercher ailleurs? Je veux bien qu'on ait tous conscience de ces problèmes environnementaux, mais à ce moment-là, dans notre consommation, prenons-en compte et allons vers des restaurants qui sont des ambassades du local. Si on élève un petit peu si on dézoome un peu, on parle de commerce de manière générale, commerce physique, commerce électronique, il n'y a pas de concurrence selon vous? C'est complémentaire? Ils sont là tous les deux, ils sont là pour vivre ensemble. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, à la différence, le commerce physique, c'est qu'on peut créer une expérience. Le commerce digital, on va on va appuyer sur un bouton et on va consommer. Peut-être que si on crée l'expérience, on donnera aux gens plus envie de venir dans des commerces que simplement de pouvoir appuyer sur un bouton tout le temps. C'est l'identité, c'est, j'allais dire, le savoir-faire, c'est ce qu'on a au plus profond de soi. Moi, je crois profondément que le commerce a de l'avenir, mais ce n'est pas le commerce d'avant qui a de l'avenir, c'est le commerce de demain. Donc créer quelque chose qui n'existe pas. Mais ça, c'est bon pour la cuisine, c'est bon pour beaucoup de métiers. C'est même bon pour les médias, parce que les médias qui n'ont pas fait leur révolution aujourd'hui sont plus en difficulté que ceux qui ont embrassé, j'allais dire, ce qui se passe aujourd'hui. Un mot sur la technologie. Est-ce que dans la cuisine de haut niveau, les nouvelles technologies entrent en cuisine? Alors, les nouvelles technologies arrivent en cuisine. Il faut différencier quelque chose parce que on sort d'une époque en cuisine des années 2000 où on était un petit peu dans des cuisines de laboratoire fou, où on allait chercher dans l'agroalimentaire des éléments qui nous permettent de faire plus facilement la cuisine sans forcément la garder naturelle. Pour répondre à votre question, il faut que la cuisine, ce soit de la nature, c'est-à-dire aller chercher des ingrédients qui poussent dans la nature, le plus proche de soi, possiblement, par des gens qui ont la même considération que celui qui va la transformer, c'est-à-dire, c'est pas le tout d'aller voir un paysan, mais quelqu'un qui fait bien son métier aussi. Donc cette chaîne qui est essentielle de valeur et cette chaîne de savoir-faire, ça c'est la première chose. Après, l'aspect nouvelle technologie, oui, parce qu'aujourd'hui, les éléments de cuisson sont des éléments différents, les énergies sont différentes, et puis on sait exactement comment cuire quelque chose aujourd'hui, le temps, la température. Avant, c'est cuit. Maintenant, aujourd'hui, on a des méthodes qui nous permettent, on a des suivis qui nous permettent d'avoir une précision qui n'existait pas avant. Alors oui, mais ça reste quand même un métier où l'humain a une forte prédominance d'action sur ce qui va se passer. Alors je le disais, vous êtes à la tête d'un certain nombre de restaurants, 8, vous êtes un exemple de réussite. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ceux qui nous regardent, qu'ils soient dans les métiers de bouche ou pas? L'entrepreneuriat, c'est un peu comme un combat de boxe, on monte sur le ring et on va régler des problèmes tous les jours, mais ce n'est pas parce qu'on a des difficultés qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter à garder en tête que les succès, que ce qui fait plaisir, parce que c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est pas chose facile tous les jours. En revanche, c'est une grande satisfaction d'avoir cette capacité à assouvir des rêves. Moi, je rêvais d'avoir un restaurant qui traite d'une cuisine bourgeoise. Quand l'opportunité s'est prêtée pour que je puisse avoir ce podium pour le faire, je l'ai fait et je garde le plaisir que j'ai à avoir réalisé ce rêve et pas toutes les difficultés à y aller. Le métier d'entrepreneur, c'est un métier difficile. Gardons le plaisir parce que sinon, il n'y aura plus d'entrepreneurs. Un dernier mot sur l'Eurométropole de Metz. La connaissiez-vous avant d'arriver et quelle est votre perception? Soyez franc. Non, mais je vais être franc. Alors, je la connaissais par les dires de mon épouse qui a vécu dans un petit village aux alentours il y a de nombreuses années, mais qui a vécu 10 ans ici et elle en garde toujours un souvenir formidable. Donc, j'avais déjà cette appréhension. J'étais déjà venu à Metz il y a de nombreuses années. C'est la première fois que je viens. Alors j'étais venu en hiver, c'était peut-être un peu moins accueillant qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que le peu de chemin qui nous amène de la gare, qui est magnifique, à ce stade, c'est quand même un endroit assez idyllique. Donc
pour l'instant, c'est que du positif. Merci en tous les cas Jean-François. Merci à vous. Une dernière question, est-ce que vous faites du sport? Vous aimez le sport, le regarder? Oui, j'aime bien le sport alors, je sais qu'on est dans un stade de foot, mais je fais partie du 15 de la gastronomie qui va entourer l'événement qui arrive dans les prochaines semaines, c'est la Coupe du Monde de rugby. Effectivement, merci. Alors vous restez avec nous Jean-François à Piège puisque nous allons poursuivre avec la recyclerie du sport. C'est redonner une vie aux vêtements et aux équipements sportifs. La mission que se sont données deux personnes, deux Mosellans, Laure et Thibaut. Ils ont repris le projet en 2022, porté par l'incubateur lorrain Le Filon et supporté par Mécène Solidaire. On découvre cela avec un reportage de Jean Milon. Alors là, on a un t-shirt qui est complètement déchiré à la manche. Donc pour pouvoir le réutiliser et pas le jeter, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en t-shirt à manches courtes. Donc je vais couper en fait au niveau du trou et de l'autre côté pareil. Comme ça, il pourra être porté à nouveau et il aura une deuxième vie. En 10 minutes à peine, Mathilde aura retapé ce t-shirt grâce à quelques coups de ciseaux et une machine à coudre. Du coup, pour avoir la même chose de l'autre côté, je vais récupérer la manche que j'ai découpée et je vais la replacer au même endroit. Dans ce petit atelier de la recyclerie du sport, on remet au goût du jour un tas de textiles ou d'équipements sportifs. Quand on récupère le textile, déjà, on regarde l'état dans lequel il est. Est-ce qu'il est neuf, est-ce qu'il n'est pas neuf? On regarde aussi la marque, enfin voilà. Ensuite, on regarde s'il y a des trous, s'il faut le laver. En 2022, une tonne de vêtements, raquettes, chaussures et accessoires en tout genre ont été collectés par la structure grâce à ces bacs en bois de palette, fabriqués d'ailleurs par des bénéficiaires du RSA en réinsertion. Un chiffre atteint seulement sur les 5 premiers mois de 2023. L'activité a commencé avec beaucoup de vêtements, on ne se le cache pas, c'est un peu l'esprit friperie. Donc on commence par faire le tri dans son propre placard, on voit des joggings, des t-shirts, des maillots qu'on ne réutilise plus, pas mal de chaussures aussi. Et puis petit à petit, les gens ont dépassé cet aspect friperie, on commence à nous rapporter des vélos, des ballons, des raquettes. Et maintenant, voilà, on nous appelle pour toutes sortes d'équipements sportifs. Si l'activité progresse petit à petit, c'est aussi parce que la seconde main attire de par les valeurs qu'elle défend. J'ai juste rapiécé le collant qui était cassé, donc j'en ai pris un sur un autre et voilà. Ah oui, top, tu les remplaces. Ah ouais, en fait. non. On voit tellement de consommation, d'affaires de sport, les enfants qui grandissent. Alors soit on jette, soit on revend, mais je trouve que là, il y a vraiment des valeurs derrière qui sont plutôt d'actualité. Et puis ça permet de trouver un panel de choses dans des budgets vraiment raisonnables. Et ça, je pense que ça permet aussi d'accéder à des accessoires de sport pour des personnes qui n'auraient peut-être pas la possibilité le reste du temps. On voit qu'il y a un attrait pour différentes raisons. Certains, c'est pour des raisons écologiques, ce qui est totalement louable et c'est aussi pour ça qu'on le fait. D'autres personnes, c'est pour des raisons économiques et on le comprend aussi. D'abord installée au centre Saint-Jacques, dans une boutique éphémère, la recyclerie a investi depuis peu son centre de tri à Metz-Nord. Pour faire prospérer le projet, la structure veut développer d'autres axes que la simple revente. Il y a tout ce qui est sensibilisation, intervention autour des écoles, des clubs. Il y a les collectes en entreprise où on vient proposer des prestations de cohésion d'équipe, de team building, par exemple de la location de matériel, de l'upcycling comme on dit, donc de la revalorisation, de la création de neufs et de nouvelles collections à partir de l'ancien. Tout ça, c'est d'autres axes qui demandent du temps, du personnel. Donc, on essaye de se reconcentrer. À un moment, on voulait faire plein de choses. Et puis, on a reaxé un peu le projet. Effectivement, les gens ont besoin déjà de faire le tri et nous de faire des collectes. Et ensuite, avec le stock, on a 2-3 ans devant nous, on peut dire, avec les aides au démarrage pour définir quels sont les axes qui nous permettraient d'être pérennes dans le temps. La recyclerie du sport a un bel avenir, mais la patience est de mise pour ne pas se brûler les ailes. Nous sommes toujours au Stade Saint-Symphorien à l'occasion de cette première édition du Printemps du commerce organisé notamment par l'agence Inspire Metz. À présent, je vous propose de donner la parole à une organisation centrale lorsqu'il est question d'attractivité, de commerce. Cette organisation, c'est l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, avec son président, Christophe Thirier. Il revient sur les retombées économiques des grands événements, sur les différentes campagnes de promotion, mais aussi sur les difficultés de recrutement. On l'écoute. «
L'année est plutôt positive, voire très positive. Le début d'année est bien meilleur que celui de l'année dernière. Bon, il faut se rappeler que janvier et février 2022 a été encore touché par le Covid, donc les chiffres que nous avons aujourd'hui sont très encourageants et la plupart de nos adhérents et confrères sont satisfaits de ce début d'année. C'est vrai que ceux du centre-ville notamment, et qui ont des terrasses et qui bénéficient de tout ce flux à la fois du tourisme de proximité, c'est-à-dire des gens qui habitent en Moselle et qui viennent passer un moment sur Metz pour voir Constellation, mais aussi ceux qui viennent un jour, 2 jours, donc les touristes qu'on appelle de passage, c'est-à-dire qui viennent de l'Europe du Nord et qui vont vers le sud de la France et qui s'arrêtent un jour et quelquefois 2, et puis les gens qui viennent passer 2 jours ou 3 jours et qui profitent à la fois de Metz, de l'Eurométropole, mais aussi de d'autres attractions qu'on peut trouver en Moselle, à la fois sur du loisir, à la fois sur du tourisme de mémoire, à la fois sur du tourisme artisanal, et on trouve beaucoup de choses en Moselle qui fait que ça attire de plus en plus. C'est comme une équipe, hein. Aujourd'hui, si tout le monde tire dans le même sens, ça marche beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'on a une belle entente aujourd'hui entre le département, Moselle Attractivité, avec l'Eurométropole de Metz, l'agence Inspire Metz, et puis les socioprofessionnels, donc les syndicats comme le nôtre, l'Uni-Moselle, mais aussi la Chambre de commerce de la Moselle et de Metz Métropole, qui travaillent tous ensemble, mettent des moyens tous ensemble, à la fois humains mais aussi financiers, pour faire de belles campagnes de promotion. Et c'est ce qui apporte, avec cette répétitivité qu'on a depuis plusieurs années, des résultats très positifs. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose pour ne pas être, comme les années précédentes, à être obligé de limiter la fréquentation de nos terrasses ou de nos hôtels parce qu'on n'a pas assez de personnel. Alors c'est pas complètement réglé, on travaille sur beaucoup d'éléments, sur l'organisation du travail, on travaille sur les salaires, on a une augmentation assez remarquable des salaires l'année dernière avec la hausse de la grille plus la hausse du SMIC, et c'est vrai que même si on parle de pouvoir d'achat, même sur le coût des dépenses sont importants. On a des salaires qui ont augmenté aussi dans la profession, ce qui fait que ça réduit aussi cet écart et ça permet à nos salariés de pouvoir répondre à cette hausse et à cette inflation. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important. Et puis je pense que on ne s'était peut-être pas rendu compte, on a beaucoup critiqué, ça a été le premier secteur de la difficulté de notre travail, mais je pense qu'on ne s'était pas rendu compte de l'importance sociétale que sont les bars, que sont les restaurants, que sont les hôtels pour des gens qui ont envie de passer un séjour, parce que c'est là qu'on a la relation humaine, c'est là qu'on passe des bons moments, c'est là qu'on partage, et on le voit dans l'affluence dans nos établissements aujourd'hui, que c'était peut-être beaucoup plus important ce que les gens ont pensé quand ils étaient chez eux. C'était un petit peu de repos, c'était pas si mal, mais finalement le lien et se retrouver tous ensemble autour d'un bon plat gastronomique ou d'une bonne bière et de discuter avec ses amis, c'est quand même un moment important. Le rendez-vous éco continue avec l'actualité économique de ce mois de juin. Vous étiez absent ces derniers jours, voilà ce qu'il fallait retenir. Le 7 juin dernier, l'UEM et la ville de Metz ont inauguré les 320 panneaux de la première centrale photovoltaïque en autoconsommation collective de la ville. Ils ont été conçus par l'entreprise française VMH Énergie. Cette installation devrait permettre d'éviter l'émission d'environ 500 tonnes de CO2 en 30 ans. La grande exposition du fabricant en France qui met à l'honneur le savoir-faire français revient les 1er et 2 juillet au Palais de l'Élysée. Cet événement est l'occasion de découvrir les artisans, les producteurs et les industriels qui s'engagent pleinement dans la fabrication française. 124 produits vont être récompensés cette année, dont en Moselle, la maison Bianchi pour son horloge Unis Paxis. Ça bouge du côté d'Eutin. Les aménagements de la future zone d'activité artisanale près du Technopôle ont commencé début juin. Le projet porté par la communauté d'agglomération de Forbach a un coût de 660 000 €. Le site a vocation à accueillir de petites entreprises artisanales ou de stockage et dépôt-vente. Et on termine par le nombre du mois, 24. C'est le nombre de porteurs de projets récompensés le 8 juin dernier par le réseau Entreprendre Lorraine. Une soirée pour promouvoir la création, la reprise et le développement d'entreprises. 900 000 € ont été accordés.
Et nous terminons donc sur cette information. C'est la fin de ce rendez-vous éco. Merci de l'avoir suivi. Nous nous donnons rendez-vous à la rentrée prochaine pour de nouveaux rendez-vous éco avec nos partenaires Inspire-Metz, Moselle Attractivité et l'Institut Lorrain de Participation. Merci à Lucie Philippot derrière la caméra. Bon été, à bientôt sur Moselle TV. L'actualité économique et les projets de demain de l'Eurométropole de Metz avec GEM, le journal économique Eurométropole de Metz.